Donc, pour moi, c'est important de documenter notre réel. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de constituer des mémoires collectives. Et tout ce qu'on entend de Pékin quand vous sortez de Pékin, c'est plus des stéréotypes que des bonnes pratiques ou de la contribution de Pékin dans la marche du pays, alors que dans toute société, normalement, il y a du bon et du moins bon. Et que moi, j'avais envie d'en faire, d'épouser, d'entrer dans cet univers complexe-là et d'essayer d'en ressortir quelque chose. Et jusque-là, je continue de travailler par rapport à notre projet sur Pékin. Vous dites que si on se base sur l'histoire toujours de Pékin, vous dites qu'il n'y a pas beaucoup de Pékinois qui ont écrit sur l'histoire de Pékin. Il n'y a pas aussi beaucoup de Pékinois qui sont devenus très célèbres. Je parle de l'histoire. Est-ce que cela a fait que il n'y a pas ça, il n'y a pas d'écrit sur... Non, il y a beaucoup de Pékinois célèbres dans beaucoup de secteurs. Plus tard. Dans beaucoup de secteurs. Parce que Pékin est un quartier qui est né. Même le nom, quand vous questionnez, c'était Pékini, c'était les périodes où on était dans des situations de recasement de personnes, des familles qui habitaient entre Fas, Gueule d'Apé, Colobane, Médina. Avec l'étalement urbain, c'est comme ça que Pékin est né. Comme d'ailleurs les SICAP et les HLM sont un peu nés dans ce contexte où la ville grandit et qu'il y a un boom démographique et on a besoin toujours de recaser. C'est pourquoi vous trouvez à Pékin beaucoup de familles qui sont originellement de Colobane ou de la Médina, parce que c'est des familles de recaser. Donc, mais d'un point de vue général, moi, il n'y a que le travail de Ablaye Bala Diop et Verne sur sexe et drogue et marge sexe et drogue à Pékin et là à Dakar. Et là c'est le travail, le terrain et surtout Djiddah Thiaroye Kaw. Djiddah Thiaroye fait partie de Pékin, mais ce n'est pas Pékin. Guy Fatou Maïga, ce n'est pas seulement Pékin. Donc c'est juste une partie qui ne représente pas le tout. Et moi je voulais documenter tous ces quartiers qui sont nés, le Pékin irrégulier, ensuite la zone des Niayes, Dagoudane, puis Guinaw Rail qui est né dans les années 70 à l'époque de la sécheresse avec un grand exode rural et une partie de cet exode-là a été absorbée par Pékin. Donc ça fait que en fait c'est très intéressant d'aller écouter les récits imaginaires, les récits parfois réels des premiers habitants. J'ai interviewé beaucoup, que ce soit les anciens chefs de quartier, les imams, les gens qui ont été les premiers habitants de Pékin pour faire ce travail-là. On ne le sent pas, par exemple quand on lit le livre, on pense à un récit très simple, très linéaire. Pourtant vous avez dit que vous avez rencontré beaucoup de gens, écouté beaucoup de personnes. Pourquoi on ne sent pas que dans l'écriture il n'y a pas ces rencontres-là, tous ces gens-là que vous avez entendus? Non, c'est un choix. Là c'est un parti pris dans l'écriture. Quand vous racontez, quand vous avez un récit, vous choisissez une façon de raconter ça. Et pour moi, le choix d'être dans une posture un peu spontanée, où il y a la colère et les différents sentiments qui se succèdent ou parfois qui discutent entre elles, si on peut dire ça ainsi, moi c'est un choix. Derrière maintenant, moi je sais que j'ai fait de la documentation, plus de 1500 interviews, étalées sur des années, du travail de terrain. J'ai fait de l'immersion, que ce soit dans les marchés, dans les lieux de rencontre, aux différents endroits où il y a du monde, à l'exception peut-être des combats de lutte que j'ai regardé de très loin. Et pour moi, c'était épouser, d'abord comprendre, parce qu'il fallait que moi, en tant que celui qui raconte cette histoire-là, que je comprenne de quoi je parle d'abord, avant de pouvoir raconter ça en prenant, et je dis dans le texte, que je ne suis pas, c'est pas moi qui suis le Pékinois indigné. Moi, je ne suis qu'un doublon parmi dans d'autres. Je dis qu'il y a plusieurs doublons. C'est comme si j'épousais la vie des Pékinois que je rencontre, que j'ai rencontrés, mais je ne le relève pas dans le récit parce que ça pourrait faire beaucoup de ruptures en fait. Alors que moi, je voulais quelque chose qui se lit très, très facilement. Et d'autre part, pour moi, l'écriture scientifique, si j'avais choisi, ça aurait été un essai ou un travail de recherche, ce ne serait pas grand public. Et je voudrais que ce texte-là, qu'un élève de CM2, CM1 puisse lire et se retrouver comme quelqu'un qui est à l'université, qui est prof d'université. C'était ça un peu l'idée aussi. D'accord. Vous dénoncez l'insalubrité, les difficultés, les vacarmes des voisins, les concerts, les chants religieux. Ça vous tracasse tout ça? Le fait que, est-ce que par exemple un Pékinois très calme dans son coin, qui travaille,
contrairement aux autres, par exemple, qui vont à leurs occupations, qui font ce qu'ils veulent, est-ce que ça c'est une tracasserie d'un Pikinois qui se dit que moi, mon destin, ou bien mes préoccupations, c'est essayer de réussir dans la vie? Oui, que vos préoccupations soient de réussir dans la vie ou pas, vous avez quand même la liberté de vivre votre vie dans le calme et que les autres, peu importe leur pratique, doivent respecter cette zone-là. Vous dénoncez tout ça alors, Bah oui, parce que c'est une réalité à Pikine. Vous voulez travailler demain matin et il y a une daïra qui va s'installer devant votre porte. Et au nom de la religion, on vous empêche de dormir alors que la religion se fait dans le calme et c'est pas dans l'exhibition. En tout cas. Ouais. Et pourtant, on a normalisé ces pratiques-là. Alors, qu'est-ce qu'il aurait été, qu'est-ce qui serait mieux d'avoir des salles dédiées? Vous pouvez faire votre daïra dans une salle fermée. Les gens concernés peuvent se retrouver là-bas et sans que tu pratiques ta culture, ta religion sans déranger les autres parce que la religion interdit de déranger le voisin. Pourtant, j'ai comme l'impression que dans les pratiques religieuses, en tout cas à Pikine, que ce soit pour les baptêmes, les mariages, mais c'est le Sénégal toujours... aussi. Oui, mais c'est un manque d'organisation. Il y a un problème d'organisation. Ça revient à la question de l'urbanisation de Pikine. Lorsqu'on crée, c'est des villes qui sont nées un peu accidentellement et que c'est après même qu'on essaie d'urbaniser. Mais dans les plans de pause, dans les plans urbanistes, il faut prévoir à l'avance les voies de transport, les cimetières, les espaces de jeu, les salles de fête, les salles de conférence avant que les gens n'habitent. Et qu'est-ce que vous remarquez dans nos pays? Les gens habitent d'abord et après on réfléchit à est-ce qu'on peut avoir une mosquée, est-ce qu'on peut avoir une église, est-ce qu'on peut avoir un cimetière. D'où les problèmes qui se posent avec l'extension des cimetières parce que les gens habitent... Surtout les problèmes d'assainissement. Je ne sais pas si vous voyez, l'eau, les gens, à cause de l'exode des années 70, on a laissé habiter par exemple à partir de Wakhinane des gens dans une zone qui est une cuvette. Ouais. On a laissé des gens habiter à Djidda Thiaroye ou à Gounass dans les zones qui sont des cuvettes. Et on sait que l'eau va revenir. Ouais. Et à partir de 2005, ce qui a créé les inondations. Il y a une responsabilité, c'est vrai, des populations, mais il y a aussi une responsabilité des autorités politiques et administratives qui doivent donner les autorisations de construire. Et il y a des zones non édificantes où on ne doit pas construire. Y compris même l'arène nationale là où c'est. C'est des zones non édificantes. On ne devrait pas construire dans ces zones-là. Mais ce sont les Pikinois qui ont accepté ça. Mais là, non, il y a eu des manifestations pour dire non, à cette arène-là, mais ça n'a pas fonctionné. Là, on revient à la définition classique de David Isson du pouvoir. Ouais. C'est une allocation autoritaire de valeurs. Que l'autorité politique voulait en ce moment-là donner quelque chose à Pikine et elle avait jugé à l'époque qu'il fallait leur donner une arène. Alors qu'une ville majoritairement composée de jeunes a plus besoin de lycées techniques. Pour les jeunes qui quittent l'école, qui ne continuent pas, qui ne vont pas jusqu'à l'université, qu'est-ce qu'on leur propose? Est-ce que c'est l'arène nationale là, si on a 9000 licenciés dans la lutte, combien deviennent des VIP et qui gagnent des millions? C'est ce qu'on voit. Mais dans la réalité, beaucoup ont été détournés de leur espace scolaire. Et la lutte a même parasité l'espace scolaire parce qu'à un moment donné, les lutteurs faisaient leur entraînement dans les écoles primaires, détournant ainsi l'objectif des élèves. On a besoin, même si vous êtes un lutteur qui est éduqué, vous prenez le cas de Tyson, arrive à faire plus de choses que quelqu'un qui ne comprend pas les enjeux de son statut de lutteur. Ouais, ça vous indigne tout ça, le fait que vous voyez que le jeune typique Pikinois, par exemple, il adore la lutte, il fréquente les lutteurs, l'arène nationale est implantée là-bas, ça vous indigne tout ça? Non, ça indigne le Pikinois parce qu'il y a une inversion des priorités. C'est-à-dire que l'éducation doit être à la base d'un projet de société. Et donc, si moi je ne suis pas contre l'arène, c'est d'ailleurs même un complexe sportif qui est très intéressant. Mais si on regarde à l'échelle des priorités, il n'y a pas de bibliothèque départementale à Pikine, il n'y a pas de bibliothèque communale à Pikine. Il y en a une à l'école au niveau de Pikine Est, mais au niveau du complexe, il y en avait. Le complexe, ça fait des années que c'est en train de restructurer jusque-là, parce qu'on n'a pas priorisé. Les mairies préfèrent donner de l'argent aux ASC. Et il n'y a pas un espace où les jeunes sont motivés. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'étudiants. Il y a d'excellents étudiants à Pikine, d'excellents élèves, ça c'est pas la question, qui sont primés chaque année, que ce soit au Britannique, dont je suis moi arrêté, que dans d'autres écoles. Moi je les connais, je suis dans les associations de quartier depuis des années, donc je vois ce qui se fait à ce niveau-là. Mais
Si vous organisez une activité en rapport avec l'école, la mairie ne vient pas. Si vous organisez avec l'ASC, la mairie est là, elle va donner de l'argent. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la priorité n'est pas vraiment l'éducation des jeunes, alors qu'on sait que c'est l'éducation qui est la base du développement, c'est le premier pilier. D'accord, vous avez dit, vous avez fait une comparaison entre Pikine et Saint-Louis, deux endroits opposés. Vous dites l'un est calme, l'autre est très bruyant. Est-ce qu'il y a un impact sur vous, cet écart entre ces deux villes si différentes? Vous savez, moi, j'adore Saint-Louis. Je l'ai su récemment. Je pensais que je détestais Saint-Louis parce que j'ai fait plus de 16 ans à Saint-Louis. Et donc, cette routine-là. Mais quand je suis retourné il y a récemment pour une résidence d'écriture, je me suis dit que j'adorais cette ville. Et ce calme-là, c'était un point de départ dans la prise de conscience de tout ce qui se passait à Pikine et tout ce qui représentait des freins pour les jeunes. En fait, pour moi, c'est ça mon problème. Je n'étais pas concerné parce que moi, j'ai jamais eu de problème dans ma scolarité. Jusqu'à l'université, j'ai jamais eu de problème. Mais ce n'est pas le problème du jeune pikinois. Il y a beaucoup de jeunes qu'avec mes associations, nous avons récupérés, que nous avons remis à l'école, mais qui avaient des problèmes au niveau des ressources avec la famille, qui avaient des problèmes au niveau scolaire, parce que le cadre n'était pas bon. Le cadre joue. Ce n'est pas que les Pikinois ne veulent pas étudier, mais même pour trouver une école où vous voulez étudier, c'est la croix et la bannière. Ouais. Et ça, c'est un problème. Et Max, c'est là où je convoque Max. Karl Marx dit que les conditions matérielles déterminent un peu la condition intellectuelle de l'individu. Si vous mettez un enfant qui grandit dans un espace où il y a des livres autour, qui a un père comme professeur d'université, et un enfant qui grandit dans un espace où il n'a jamais vu de livres, où il n'y a pas de bibliothèque autour, où les activités quotidiennes, c'est des daïras, c'est des simbu, c'est des baptêmes qui ne finissent jamais et qui pèsent plus que le reste. Est-ce qu'ils vont avoir au fil du temps les mêmes chances scolaires? Là, on est dans la reproduction sociale. On est dans tout ce que Pierre Bourdieu et Chaboredon ont développé sur les héritiers, sur la reproduction sociale. Et c'est une réalité à Pikine. Beaucoup de jeunes ont le bac avec la mention, sont excellents, ont même du mal à avoir les informations pour ce qui suit après le bac. Là, ça joue sur les questions de reproduction sociale. Donc, et ça, et pourquoi? Parce que les parents, majoritairement, ne font pas partie des classes dominantes. Je disais que Saint-Louis, vous considérez que c'est une ville calme, contrairement à Pikine. Est-ce que vous ne manquez pas de respect aux identités des villes? Par exemple, chaque ville a son identité. Saint-Louis peut être réputé calme. Pikine aussi, on peut dire que c'est une ville qui est réputée très bruyante, peut-être très dangereuse, comme vous l'avez décrit dans le livre. Parfois, des zones. C'est pas la ville la plus dangereuse. Hein. C'est ça qui fait le charme de la ville. Mais ça existe. Moi, je le dis parce que ça existe. Je n'aime pas un peu, dans ma réflexion, un peu maquiller la réalité. Donc, même si Saint-Louis est plus calme, mais ça ne veut pas dire que Saint-Louis, il n'y a pas les manifestations culturelles, il y a des daïras, il y a tout ça. Et la particularité de Saint-Louis, c'est, entre guillemets, les malades mentaux et les talibés. Quand vous venez à la gare routière, la première chose qui vous frappe, c'est la propension à trouver des talibés partout. Et moi, je pose la question de la responsabilité des parents, de la responsabilité des autorités politiques sur ce phénomène-là qu'on semble occulter. Parce que quelque part, nous avons un peu cette tendance un peu mysticiste. Nous avons besoin d'eux, en référence à la grève des bateaux. Nous avons besoin de ces gens-là parce qu'on a, nos projets personnels. Et moi, j'ai trouvé ça. Mais Saint-Louis, oui, il y a aussi Guet-Ndar à Saint-Louis. Si vous y allez, vous verrez que c'est aussi un quartier intéressant. Vous allez à Pikine aussi, hein, à Angleterre et tout ça là. Saint-Louis est très intéressant. Et Saint-Louis est en train de grandir. Et il fallait aussi, je voulais la partie de Saint-Louis, comparer un peu Saint-Louis du temps de Abdoulaye Sadji, avec Nini, avec Maïmouna, Nini. Beaucoup de séquences se passent au nord, à Lodo, que je connais bien, où je passe mes journées les vendredis et les samedis, je les passais à l'Institut français, je connais bien. Et quand j'écrivais le texte et que je me retrouvais là-bas, je comparais en me voyant, est-ce qu'il y a eu changement, tout ça là. Et c'était un peu ça l'idée de mettre Saint-Louis dans la réflexion, parce que c'est un endroit aussi que je fréquente depuis des années, que j'adore, qui fait partie de mon identité maintenant. D'accord. On poursuit dans le livre. Vous dites, bon,
faites attention quand tu parles des Juifs, vous parlez de religion, surtout quand tu es musulman et noir, on dira que tu es antisémite facilement et la liberté d'expression. Pourquoi dans ce livre vous faites un parallèle entre les Juifs et les musulmans? Mais parce qu'il y a une rivalité entre les Juifs Ici, et les musulmans, pas seulement au Sénégal. Pas au Sénégal. Au Sénégal, il n'y a pas ce n'est pas présent. Ce n'est pas ce débat-là. Les Juifs, ils sont au Sénégal, ils ne sont pas très visibles. Ça m'a étonné parce qu'on parle d'habitude la relation entre la chrétienté. Oui, parce que chaque configuration populaire, ça dépend des pays, il y a cette, selon le nombre en tout cas, selon majorité, minorité, il y a toujours cette confrontation selon le pays. Dans certains pays, c'est juifs contre chrétiens, dans d'autres pays, c'est les coptes contre les chiites, dans d'autres pays, c'est les chiites contre les sunnites. Ça dépend des pays. Ce n'est pas une particularité, mais ça, c'est un glissement sémantique qui est très courant. Quand un musulman parle, en tout cas on va dire dans la dynamique mondiale actuelle, vous allez en France, vous allez aux États-Unis, quand vous êtes identifié comme musulman, automatiquement les gens pensent que vous êtes antisémite parce que des a priori. Et ce glissement-là, c'est ça que je voulais relever. Je ne parle pas spécifiquement du Sénégal pour ça, mais il y a une confusion, c'est une confusion entre les religions, les cultures, et les gens ne font pas d'efforts pour essayer de clarifier tout cela. Clarifier quoi? Clarifier les relations entre les religions. Le rôle originellement de la religion, c'est de relier les gens, pas de les séparer. Ça vient de religarer. Et donc, chez les religions monothéistes, il y a une rivalité de leadership. Il y a un leadership qui est disputé. Les juifs, eux, se considèrent comme les inventeurs du monothéisme. Les musulmans sont les héritiers, parce que c'est les derniers historiquement, et les chrétiens entre les deux. Les Européens vont dire qu'ils ont une culture judéo-chrétienne, ce qui est faux. C'est de la doxa. Le christianisme, comme le judaïsme, comme l'islam, sont nés au Moyen-Orient et donc ont été adaptés, les Européens se sont réappropriés cette culture-là, mais l'Europe n'est pas, sauf si s'ils acceptent qu'ils sont judéo-chrétiens, il faut aussi qu'ils acceptent que d'autres puissent s'approprier d'autres cultures, en partant du principe que bien sûr, la religion est un patrimoine commun, c'est un patrimoine de l'humanité. Et donc moi, ça c'était une piste, une ouverture sur ces confusions-là. Et pour ça, il faut lire André Comte-Sponville, il faut lire Michel Onfray pour voir qu'il y a un travail de clarification sémantique qui pourrait aider à être moins dans le repli identitaire et dans la confrontation. Les gens devraient pouvoir dialoguer. Les religions devraient pouvoir dialoguer. Mais s'il n'y a pas ça, s'il y a pas ça au Sénégal, même cette identité qui fait qu'on remarque aussitôt, comme en France, aux États-Unis, les chrétiens, les musulmans ou bien les juifs, s'il n'y a pas ça, est-ce qu'il n'y a pas une influence de la culture dans ça? Non, ici, les gens, en tout cas, ont adopté l'islam comme le christianisme qui font partie maintenant du bagage culturel sénégalais. Ça, on ne peut pas le nier. Mais regardez comment, à chaque fois que les gens parlent de religion, comment les tensions naissent. De rien du tout. Et moi, je dis aux gens, si on est dans une démarche intellectuelle et philosophique, le fait de croire en une religion, quelle qu'elle soit, le fait de l'imposer à d'autres ne prouve pas que tu as raison. C'est une activité purement individuelle de l'ordre de l'intime conviction. Tu crois en un Dieu. Si quelqu'un d'autre n'y croit pas, en quoi ça devrait te déranger? Toi, tu as l'intime conviction que ce que tu crois, c'est ça. Tu devrais te limiter à ça. Et dès lors qu'on est dans une logique d'imposition à d'autres, on est dans une dimension politique. Et la politique, c'est des rapports de force. Et quand vous faites des rapports de force, attendez-vous à avoir une réaction. C'est tout ce qui a motivé les interventions occidentales dans les différents pays du Moyen-Orient, Irak, Afghanistan, et le retour du bâton avec des attentats, mais parce qu'ils ont voulu imposer un modèle culturel. Et comme si ils étaient amnésiques, ils n'ont pas appris des leçons de la guerre du Péloponnèse, par exemple, quand Athènes a voulu imposer. Ils n'ont pas appris des guerres médiques quand l'Empire perse a voulu imposer aux Spartiates. À chaque fois que vous voulez imposer un modèle de société, vous vous perdez dans cette bataille-là. Et l'essence même de la religion disparaît parce que toutes ces religions vantées sont des religions de paix. L'islam signifie la paix. Mais quand vous vous battez, vous êtes en guerre. Les gens devraient dépasser le moment où ils devraient être
tout le temps en train de se battre pour prouver qu'ils ont raison. Ouais. Tu crois en un Dieu, ça te concerne. Qu'il y ait un paradis, un enfer, que tu ailles ou pas. Si les autres n'y vont pas, en quoi ça change toi, ton propre paradis? Et il y a ce paradoxe-là parce que ça vient de ces confusions. Chacun veut prouver qu'il a raison. Mais on peut s'en réjouir aujourd'hui au Sénégal pour dire qu'il n'y a pas tout ça. Par exemple, mais il y a quand même une tension qui existe. Très souvent, on a vu très récemment un débat entre sur le voile, le christianisme, le prophète qui aurait fui, tout ce débat-là, cette confusion-là, parce que les gens n'arrivent même pas à en discuter sans tension, sans préjugés, sans a priori. Les musulmans ne connaissent pas bien la Bible, ni l'histoire du christianisme. Les chrétiens ne connaissent pas bien le Coran, ni l'histoire de l'islam. Chacun a ses préjugés. Et ça, c'est des questions sur lesquelles les gens devraient être un peu plus ouverts. Parce que ce en quoi l'autre croit n'est pas un problème. Vous pensez qu'on ne discute pas de ces... On fait semblant de discuter. Mais quand vous regardez les tensions sur les réseaux, quand ces choses-là arrivent, moi, ça me fait peur. Ok, d'accord. On poursuit, on va parler d'histoire aussi parce que vous avez abordé beaucoup de sujets dans le livre. Vous dites l'importance de l'histoire comme une ville comme une Pikine qui a une histoire de marchands ambulants, des lutteurs, vous l'avez dit tout à l'heure, des charretiers. Vous dites que c'est important de prendre position sur ce coup et puis de ne pas être neutre. Vous dites la neutralité tout court, c'est une illusion de la pensée. Pourquoi vous pensez que la neutralité c'est une illusion de la pensée? Mais parce que vous parlez toujours à partir de quelque part. Je ne sais plus si c'est Régis Debray qui disait ça ou André Mauroy, j'oublie. Mais quand vous parlez, vous, Pape Malick, vous parlez à partir de plusieurs identités qui discutent. Et donc, il est très difficile dans l'absolu de parler de neutralité ou d'objectivité. Ce qui est plus raisonnable, c'est de parler d'intersubjectivité. C'est-à-dire que ce que je dis a un contexte, un lieu et des éléments idéologiques qui poussent à dire une telle chose. Je précise, en donnant un exemple. Quand la France raconte l'histoire coloniale, on l'a vu ici avec une levée de bouclier quand Sarkozy a dit, ici à l'université Cheikh Anta Diop, qui avait prouvé déjà l'antériorité de la civilisation nègre malgache, même s'il y a des débats sur ça, que l'Afrique n'est pas encore assez entrée dans l'histoire. Et les gens n'étaient pas contents. Mais ça, c'est le prisme européen. Le narratif de la France, c'est de dire, on a eu l'année passée même un début de scandale sur ça, que dans les écoles, on enseigne que la colonisation a des bienfaits. Mais ça, c'est la métaphore de l'histoire du chasseur et des lions. Quand à chaque fois qu'on raconte les histoires de chasse, c'est les chasseurs qui racontent. Ils n'ont pas, je sais pas, on n'a que la version du chasseur. On n'a jamais eu la version du lion qui est chassé. Et c'est la même chose avec l'histoire coloniale, avec nos pays, nos narratifs et nos regards sont emprisonnés par une certaine extranéité. On raconte l'histoire du Sénégal à partir du regard des Européens. C'est biaisé, c'est un regard biaisé. Et sur bien des questions, la France a des intérêts. Et ces intérêts-là sont des biais, sont des prismes déformants. Et donc, on a besoin de raconter, nous, nos propres narratifs. Ce qui fait qu'il y a eu un débat sur la question du temps long, l'approche en histoire de l'école événementielle et problématique, et l'introduction des travaux de Fernand Braudel a aidé à regarder de plus loin, en regardant l'hystérèse, ces effets de ces éléments-là, pour savoir qu'est-ce qu'il faut retenir de notre histoire. Est-ce qu'il faut juste écouter ce que les Français ont dit du Sénégal? Tout ce que les ethnologues ont dit, les missionnaires, tout ça là, c'était juste pour préparer la domination coloniale. Alors qu'on sait qu'en réalité, la France voulait des espaces de débouchés. On était en pleine révolution industrielle. Ils avaient besoin d'intrants en termes, ils avaient besoin de main-d'œuvre, et c'est ce qui a justifié très souvent que ça soit. Et donc ça, cette France-là ne peut pas raconter de façon neutre ce qui s'est passé dans les colonies. Il a fallu que les gens des colonies, les poètes de la négritude, il a fallu que les gens des colonies, je pense à Batoila, René Maran, je pense aux travaux de Franz Fanon, au texte des poètes de la négritude, prenez Damas, prenez tout, pour qu'il y ait un autre narratif. Et ces narratifs-là ont participé à déconstruire le discours colonialiste basé sur du racisme primaire et qui est justifié. Et déjà dans la préface
de Batouala, qui est une préface magnifique, il explique. On vous a donné des routes, on vous a donné telle chose, mais c'est au prix de combien de vies? Donc les vies africaines ne comptent pas. Et donc on a besoin, nous, de reprendre nos narratifs. C'est ce que je dis. Et l'histoire, c'est une chose politique. Ouais. Ce sont les forts, les vainqueurs qui racontent l'histoire. On continue dans l'histoire. Vous dites, elle est l'histoire donc. Elle est ainsi sujette aux manipulations et falsifications, ce que vous disiez tout à l'heure, sur toutes les formes possibles. Mais Serigne Mamassar, lui, aime l'histoire. Selon lui, c'est la meilleure des leçons, soit, mais je ne connais pas mon histoire. Voilà, je ne sais pas qu'est-ce que vous voulez rajouter. Non, mais c'était un débat sur l'histoire, la place de l'histoire comme discipline scientifique. Mais ce qu'on nous raconte, on nous raconte beaucoup de choses sur nos pays, mais on ne raconte pas aussi beaucoup de choses. Ah. Et donc, si on ne raconte pas nos histoires, le problème ici, et cette prise de position, c'est que quelqu'un d'autre que vous raconte votre histoire, et vous n'y pourrez rien parce que vous n'avez pas un contre-narratif. Vous n'avez rien raconté. Donc, qu'est-ce que les gens vont retenir? Je pense à l'échelle de 100 ans. 100 ans plus tard, 200 ans plus tard, comment les gens, ce qui s'est passé au XVIIe siècle en France, la Révolution française, qu'est-ce qu'ils racontent? Ce sont les victorieux. Et il y a eu une contre-histoire normalement, ou en tout cas une remise en question de l'histoire officielle, ça s'appelle même de l'historiographie, ou de la géographie, de raconter des hauts faits, tout ça là. On est un peu moins dans l'histoire comme science, mais surtout dans un discours politique, on va dire, censé raconter la vérité officielle, tout ça là. Et c'est pourquoi je dis, je suis d'accord avec lui, hein. L'histoire, on avait eu souvent ce débat, l'histoire est la meilleure des leçons. Pour moi, c'est une très bonne leçon. Je ne sais pas si c'est la meilleure des leçons, mais que c'est pourquoi il nous faut, nous, ce que je voulais dire dans ce passage-là, raconter nos propres histoires. Avec nos propres bouches, avec nos propres moyens, avec nos propres biais, nos propres erreurs, nos perceptions. D'accord. On poursuit dans le livre. Vous parlez des communautés à Pékin. Vous dites c'est le marché syndicat. C'est le fief des Guinéens, ils sont nombreux là-bas, c'est leur aéroport, ils sont là, je trouve que c'est bien. Leur présence ici, ils commencent à travailler avec peu de marchandises, ils persévèrent, ils évoluent à la fin, ils mettent sur pied de grands commerces. C'est une leçon commerciale de taille, la patience, l'assiduité. Vous dites si cela permet d'arriver à ses fins. C'est un constat vécu sur le terrain, ou bien vous le décrivez comme ça parce que bon... Non, c'est un constat, c'est quelque chose. J'avais un de mes amis d'enfance dont le père est un exemple type de ce que je dis là, que j'ai observé. Un de mes amis, il est guinéen, je le connais bien, je vois tout ce qu'ils font à Pékin. Et ce qui est intéressant ici, c'est le comparatif avec le comportement des Guinéens et le comportement des jeunes Pékinois qui n'ont de rêve que d'aller en France sans rien faire comme effort. Eux, ils s'investissent dans une activité. Beaucoup, on me racontait l'histoire d'un de ces commerçants-là qui avait commencé avec, comment on dit, boutique ou mag en français, et qui à la fin, avant que Auchan, là où Auchan était, c'était son magasin. Il avait commencé avec un plateau de petits colas, menthe, tout ça là. Et ça c'est réel, je connais ses fils qui ont toujours des commerces dans mon quartier et un peu partout qui sont très bien organisés. Et là, la leçon ici c'est l'humilité qu'il faut, la nécessité de faire des efforts dans ce qu'on aime, dans ce qu'on veut. Vous voulez voyager, faites les efforts pour être dans les conditions pour le faire. Vous voulez réussir dans la vie, quels sont les efforts que vous êtes prêts à faire pour ce projet-là, pour votre rêve? Et je dis aux jeunes d'ailleurs, n'ayez pas de rêve, ayez des projets. Parce qu'un rêve, tu ne sais pas comment le réaliser. Un projet, tu réfléchis à des étapes, à des moyens, tout cela. Et au niveau je disais, en même temps, les Pékinois, ils attendent. Depuis que je suis né, parce que vous dites que cela, les Guinéens, pendant ce temps, vous dites que, je poursuis, les Guinéens le réussissent au Sénégal, sous le regard naïf des Sénégalais, paresseux et volubiles. Oui, qui passent les journées à faire du thé. Je ne suis pas contre l'idée de faire du thé, mais tu ne peux pas passer ta vie à faire du thé. Il n'y a pas que ça à faire. Comment, en termes d'intrants, qu'est-ce que vous investissez dans votre vie personnelle pour que ça s'améliore? Cela a un impact à Pékin. Par exemple, c'est cette dichotomie-là. Oui, moi j'ai observé, quand tu vas à syndicat, tu vois des jeunes qui sont là, qui sont porte-faits, qui ne minimisent aucun travail. Si vous voulez dire, il n'y a pas de sous-métier,
quand vous regardez les Guinéens, les Maliens, les Nigériens qui sont à syndicat, qui sont au marché poisson, ils ont une grande humilité. Et ça, c'est important quand vous voulez apprendre, quand vous voulez produire dans la vie. Ne pas être dans une logique où ça, c'est trop peu pour moi. Ouais. Il n'y a pas de sous-métier et eux, ils en font une réalité. C'est ce que j'ai observé. Je peux vous donner des noms, je ne veux pas trop donner de noms, mais où vous pouvez aller les interviewer et voir quel parcours ils ont eu pour arriver là où ils sont. Et que ça soit à Thiaroye, que ça soit des Charité, je suis parti voir toutes ces histoires-là et je comparais ça aux jeunes qui pensent que parce qu'ils ont un bac, parce qu'ils ont un BFM, eux, ils ne doivent pas. Tout ce qu'ils doivent faire, c'est automatiquement être un cadre quelque part. Je ne sais pas où est-ce qu'on leur a mis ça dans la tête, comme si tout le monde doit être dans un bureau, tout le monde doit être en costume cravate. Il y a ces illusions-là de l'école que malheureusement beaucoup de jeunes Pikinois ont gobé. Malheureusement. Et donc, à la place, ils ne sont pas contents, ils se plaignent tout le temps. Alors que moi, je dis aux gens, la vie ne nous doit rien du tout. Tu n'as rien demandé pour naître et la vie ne te doit rien du tout. Tu veux quelque chose, bats-toi pour l'avoir. D'accord, on poursuit. On a l'impression aussi que parfois dans le livre, vous voulez être un sociologue, mais pas vraiment. Vous voulez être un écrivain, mais pas du tout, pas tout à fait. Parce que vous dites des choses comme celle-ci. Comment dire, les Sénégalaises, entre les Sénégalaises et les Guinéennes, comme ce que vous disiez tout à l'heure, les Guinéennes sont comme ça, les Sénégalaises sont comme ça, les Guinéens sont comme ça, les Sénégalais sont comme ça. Est-ce que ça, c'est pas une provocation? Un peu, mais je n'essentialise pas, hein, mais j'observe. J'observe et ça fait que quand même je donne parfois des aphorismes qui font peur. Quand je retiens surtout dans cette séquence, les destins des femmes peules guinéennes que je connais sont tous pareils. Ouais. Elles naissent, elles grandissent, se marient, font des enfants et meurent dans la résignation totale. Font des enfants. Ça a l'air déterministe, mais je l'ai observé parce qu'une de mes amies, c'est une Guinéenne, Adama, et je l'ai observé pendant des années en lui disant, comment est-ce que ça se fait que toi, jeune, tu veux faire ce travail-là? Il faut aller vers une formation. Elle me dit non, c'est ce que ma mère m'a demandé de faire. Je lui dis mais ta mère parle à partir de son paradigme traditionnel. Mais le monde a changé et il faut trouver une formation qui fait que demain, même s'il y a un tremblement de terre, le fait de vendre, on peut l'apprendre et c'est beaucoup plus, en tout cas on va dire, plus facile d'accès qu'une formation par exemple. Et à la longue, je l'ai convaincu d'aller faire de la couture. Au début, même sa mère n'était pas d'accord. Je faisais l'arbitrage. Donc j'ai observé, je connais beaucoup de Guinéennes. Je connais beaucoup de Guinéens. J'ai vraiment pris le temps d'aller observer tout ça là. Maintenant, parfois ça peut être sentencé, c'est fait exprès. Ça peut choquer, c'est fait exprès. Ah bon? Oui, c'est fait exprès. C'est fait exprès pour que vous voyez que ce que j'ai dit là, je parle de vies humaines, dont certaines sont brisées, certaines seront brisées, certaines sont déjà brisées. Que ça soit l'histoire. D'accord, on va parler de l'écriture, parce que vous avez parlé de ça aussi. Vous dites qu'il y a un passage où vous décrivez le syndrome de la page blanche, et puis l'acte d'écrire est en cela très fastidieux, dites-vous. J'ai été partout, mais vous dites j'ouvre une page blanche et je perds le fil des idées. Quelqu'un qui est amoureux de la lecture, quelqu'un qui aime écrire, est-ce que on ne peut pas se poser la question, est-ce que ça lui arrive vraiment? Oui, ça arrive. Tu peux écrire quelque chose que tu n'aimes pas. C'est ça en fait. C'est le syndrome de la page blanche. C'est pas que tu n'écris pas, mais tu n'aimes pas ce que tu écris. Tu écris, tu te dis, c'est pas ça ce que je veux. Et moi, ça m'arrive tout le temps devant un texte en me disant, c'est nul comme texte. C'est nul, c'est pas ce que je voulais, ce que j'avais en tête et ce que j'ai mis. Quelque part, il y a eu un parasitage. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé entre ce que j'avais pensé. Parfois, c'est le moment, vous avez pensé à une idée et vous n'avez pas eu le temps de l'écrire dans la journée, vous perdez le fil la nuit, parce que quand j'écrivais ce texte-là, j'écrivais beaucoup la nuit, j'écris souvent la nuit même. Donc, je racontais ça, regardez. Et moi, techniquement, si je raconte le syndrome de la page blanche, ça devient un texte. Et donc, il n'y a pas de page blanche en vrai. Mais c'est une réflexion sur... Il n'y a pas un impact de l'environnement, par exemple. Et puis, il n'y a pas une influence, parce que vous décrivez que c'est un environnement un peu hostile, où il y a beaucoup de vacarme. Est-ce que le fait de vouloir écrire, et on n'arrive pas à écrire, est-ce que ça a une influence sur ça?
Moi, je pense, dans l'environnement, ce qui m'avait fatigué à l'époque, c'était plus la chaleur qu'autre chose. Ok. Parce qu'à un moment donné, c'était le mois d'août ou juillet, quand j'écrivais, et je ne supportais pas, en tout cas, vraiment la canicule. Mhm. Et j'essayais de traduire, de raconter tout ça en même temps. C'est quoi, quand on voit il fait chaud, comment réfléchir dans ces conditions-là. Parce que l'idée, c'est d'être le plus, en tout cas, le plus fidèle dans l'acte d'écrire. Parce que moi, l'horizon ici, ce n'est pas de la démonstration de style, mais de la fidélité dans la traduction du réel au moment même d'écrire. C'était juste ça. Okay. On reste sur Pékin. Vous dites trop de gens meurent à Pékin. C'est toujours le cas jusqu'à aujourd'hui? Bah oui, mais mon problème, c'était pas qu'il meure. Mais qu'est-ce qui suit après cette phrase? Dans l'anonymat. Ouais. Et que moi, je me dis qu'une personne est une bibliothèque vivante. Et dans cette mort-là, moi, ce qui me trouble, c'est, on va dire, une sorte de trouble de littéraire, une sorte de trouble d'écrivain qui a envie de raconter. À chaque fois que moi, j'entre au cimetière, j'imagine les vies, en regardant les écriteaux, là, les épitaphes et autres, j'imagine la vie que ces gens ont dû mener. Je me perds même parfois en me disant, tous ces gens-là, je n'ai pas pu les connaître. S'ils avaient écrit, peut-être que j'aurais su quelque chose d'eux. Et j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose qu'on perd quand une personne décède. Au-delà même de son patrimoine que les gens vont hériter, mais la personne, ce qu'elle a été, est une leçon pour le reste de l'humanité. Et moi, c'est cet horizon-là qui fait que quand les gens meurent, moi, ça me fait mal. Quand les gens meurent que je ne les connaissais pas, ça me fait mal. Parce que moi, quand j'ai lu quelque part, ça date, je pense aussi, pour le contexte, Flaubert dit il faut voir les gens que vous rencontrez comme des livres ouverts. Donc moi je considère les gens comme des livres, mieux des bibliothèques pour certains. Et quand ces gens-là décèdent, moi je me dis ils auraient pu écrire beaucoup. C'est sur les gens qui meurent. Récemment, il y a eu un meurtre, bon, des meurtres, je veux dire, parce qu'il y a un double meurtre très célèbre là-bas. Je nommais le danseur qui a été tué là-bas. Est-ce que c'est une continuité de ce que vous racontez dans le livre aujourd'hui? Oui, c'est une possibilité parce que la zone où ça s'est, il faut questionner la zone où ça s'est passé. C'est une zone un peu, disons, déserte, où là où, par exemple, quand vous êtes, s'il était resté par exemple à Guinaorai, ça n'aurait jamais pu avoir lieu comme ça. Quand vous habitez seul, dans une zone où c'est presque pas loin de l'arène nationale, c'est une zone déserte où on a beaucoup d'agressions, par exemple la nuit, même les voitures évitent parfois. Même moi la nuit, quand je passe souvent par la corniche, mais j'évite. Mais parce que parfois, ou s'il y a un combat de lutte, il y a ces problèmes. Mais là, c'est au niveau du voisinage, la zone elle est trop calme, il n'y a pas assez d'éclairage. Et ce qui fait que, par exemple, les gens ne réagissent pas tôt. Mais si vous allez dans une autre zone à Pékin et vous essayez d'agresser et faire ça, vous allez regretter. D'accord. Vous avez fait aussi l'éloge de la langue française aussi dans ce livre. Parce que vous dites, quand je pense au français, la langue française, je veux dire pas français, la langue française, je ne vois pas de la colonisation, je ne vois pas Jean Jaurès ou Jules Ferry ou encore moins Charles de Gaulle. Je parle français et je me fais comprendre, j'ai une satisfaction personnelle. Est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, vu que la jeunesse africaine milite contre les intérêts français, les Français, ce qu'ils ont fait en Afrique, au Sénégal, ce n'est pas un contraste de penser comme ça? Oui, mais moi, c'est pas mon problème si je ne sais pas déjà qu'est-ce qu'on met dans la jeunesse sénégalaise ou africaine qui milite contre. Moi, je ne fais pas partie de cette jeunesse. Vous ne l'avez pas ressenti? Non, je vois des groupes qui revendiquent, mais ils représentent qui? Il y a beaucoup d'anti-français quand même. Oui, ce qui est normal. C'est pas en soi le problème. Le problème là, c'est un problème politique. Regarde la référence que j'ai mise. J'ai mis Jules Ferry en référence à la colonisation. Jules Ferry, c'est lui qui est parti défendre la colonisation à l'Assemblée française. De Gaulle, je vous ai compris, alors qu'il n'avait pas le projet de décoloniser. Avec l'histoire des porteurs de pancartes au Sénégal, pour ceux qui connaissent l'histoire. Non, mais moi, je comprends par là. Donc, je dis, moi, je ne vois pas ça. Pourquoi? Parce que beaucoup de personnes que je connais qui adorent le français ont eu comme prof des Blancs, des Français. Ce n'est pas notre cas, de notre génération. Donc, que vous allez au lycée Van Vaux, que vous allez au Christianisme militaire, quand vous allez au lycée fédéral, les premiers qui ont été ces profs-là, c'est des profs blancs. Ce n'était pas notre cas. Donc moi, je ne veux pas dire que j'ai un complexe colonial. Moi, j'ai découvert
le français, on va dire par accident, par une de mes grandes sœurs qui adore la lecture et qui a un club de lecture. Je crois. Geneva, il y a un club de lecture qui fonctionne à la cité gendarmerie à Kermassa. Et moi, pour moi, le français, c'est ça. C'est elle qui m'apprend à déchiffrer. Et plus tard, mon grand frère, celui qui a fait la couverture à bout, qui lit à haute voix quand il apprend ses leçons. Pour moi, c'est cet univers-là. Elle est un autre grand frère. C'est différent. Pour moi, le français est un butin de guerre. Ok. Ça bon? Oui, c'est un butin comme ça. Parce que ça ne... Le français que nous parlons... Il y a beaucoup de gens qui contestent ça aujourd'hui. C'est leur droit. C'est leur droit. C'est-à-dire que quand on dit la liberté de penser, il faut souffrir de la diversité des opinions. Ça ne devrait pas être un problème. Par exemple, moi, la dernière fois, j'ai eu cette discussion avec Bocar Borichop quand il présentait un tombeau pour Kinégadjo et qu'il avait expliqué un peu comment lui pense les langues nationales, tout ça là, la traduction. Quand il a fini, les gens étaient pour beaucoup. Je dis, mais je ne suis pas convaincu. J'adore Bocar Borichop. J'ai lu tous ses romans. Sauf que quand il écrit Domigolo, moi ça ne me parle pas. Ça veut dire rien. C'est mon droit. Et vous n'êtes pas pour qu'on inclue les langues nationales. Je ne suis pas contre. Ce que je dis là, je ne suis pas contre. C'est comme prendre des voies différentes dans une vie. Tout le monde n'est pas obligé de prendre la même voie. Tout le monde n'est pas obligé d'avoir la même idée. Et moi, pour moi, le dire ailleurs, ce serait être hypocrite. Je suis parti voir, on était à Plume du Monde, je l'ai dit clairement. Après, on a une longue discussion sur ça, je dis, mais moi, je ne suis pas convaincu. Le Wolof n'est pas ma langue. Si j'avais la possibilité d'apprendre d'un point de vue littéraire, poétique, historique, une autre langue, ce serait le Pulaar. Comme tout le monde peut revendiquer sa chapelle, ce n'est pas un problème pour moi. Parce que la langue, pour moi, est un vecteur, c'est un support. C'est comme choisir une télé. Tu prends une marque. Les langues, pour moi, certains, les colonialistes vont penser que les langues ne se valent pas, mais ça dépend de qu'est-ce qu'on met dans la langue. Il faut l'alimenter. Moi, je suis pour qu'on introduise le plurilinguisme. Je ne parle même pas d'isoler le français, de mettre plusieurs langues. Parce que les pays qui sont performants au niveau de l'éducation, ils mettent leur langue maternelle, mais n'omettent pas de mettre les langues qui marchent au niveau mondial. Le français est une langue onusienne. L'anglais est une langue des affaires. C'est la première langue au niveau mondial. Le mandarin, l'arabe, et tout ça là, c'est des passerelles. Vous imaginez même pas, si vous parlez plusieurs langues, vous avez la possibilité d'apprendre plus vite et plus de choses, par exemple, que des gens qui sont dans une même sphère culturelle, parce que aussi il y a cet aspect-là. Donc, mais notre français, on doit déconstruire le complexe colonial qui est resté. Mais vous ne pensez pas que, par exemple, la langue Wolof aujourd'hui a pris beaucoup de proportions, contrairement au français? Et puis si on compare les époques aussi, par exemple, dans les années 60-70, c'était le français peut-être qui, enfin pas peut-être, mais qui dominait. Mais aujourd'hui, c'est le Wolof partout. Et puis les Sénégalais aussi accèdent facilement au Wolof, contrairement au français. Mais moi, je pense même qu'il y a déjà un biais. Même dans l'enseignement du Wolof, on utilise le système alphabet numérique romain, qui est hérité des Arabes. C'est vrai. Donc les lettres de l'alphabet là. Donc chaque langue doit quelque chose à quelqu'un d'autre. Il faut juste... Le français aussi c'est pareil ou l'anglais? Mais bien sûr, le français doit beaucoup. Ça, on devrait dire ça aux fascistes actuels, modernes. Le français doit beaucoup à l'arabe. La culture arabe, les poèmes, tout ce qui est fable des ordres. Les travaux de... Non, moi je parle de l'alphabet. Oui, le B, c'est les concessions arabes à l'époque. Le C, c'est le coup du chameau. Donc il y a une histoire derrière tout ça. Et donc dès le départ, alors que vous allez vers les Scandinaves, par exemple, vous allez vers les Russes, ils ont leur propre système alphabétique, système alphanumérique. Et si on est dans la déconstruction, c'est pourquoi Cheikh Anta Diop, il est beaucoup trop en avance. Jusqu'à présent, sur beaucoup de gens qui pensent les langues nationales, il avait, lui, pensé à un système... Personne ne l'avait écouté. Parce qu'il avait compris. Parce qu'une langue charrie un univers culturel. D'accord. Et c'est ce qui fait que c'était aussi un outil d'aliénation culturelle. Peut-être dernier point, dans le livre, bon, il ne reste pas beaucoup de temps, mais peut-être ce qui est peut-être un point intéressant, c'est l'éducation. Vous dites que l'éducation est le parent pauvre de Pikine. C'est le cas toujours aujourd'hui? Oui, je le pense, parce qu'on ne montre pas assez les effets.
de l'éducation, l'importance de l'éducation. Ce qu'on vend aux gens, c'est que vous allez à l'école, réussir c'est quoi? Avoir les examens, avoir un job qui paye bien. Le narratif là n'est pas suffisant parce qu'il y a beaucoup d'illusions dans cela. L'école, son rôle, c'est d'ouvrir l'esprit des gens aux dynamiques du monde, au passé, au futur, au futurible, les possibilités du futur. Et vous imaginez si les gens étaient restés dans la perspective scolastique, quelqu'un comme Descartes, il n'aurait jamais écrit le discours de la méthode. S'il était resté dans ce qu'on a enseigné. Si Aristote était resté autour de Platon, il n'aurait pas pensé au lycée. Et c'est comme ça dans la dynamique du monde. Il faut montrer aux enfants que quand vous allez à l'école, vous avez accès à la bibliothèque du monde. Et cette bibliothèque-là, il y a plusieurs voies. Vous allez voir l'histoire des physiciens, comment ils ont vécu. Et vous pouvez vous projeter comme physicien. Vous pouvez voir l'histoire des médecins, Ambroise Paré, l'histoire du monde, lire les chroniques de Tabari, voir la grandeur, par exemple, de la civilisation perse, connaître l'histoire de la Nubie, de la Mésopotamie. Ça trouve une perspective plus grande, par exemple, que le cadre purement spatial géographique de Pékin. Et ça te donne des possibilités de rêver d'être un médecin qui va faire tel geste en premier, en tant que Pékinois, en tant que Sénégalais, dans le monde. Je vais moi-même concevoir le premier telle chose, parce que c'est comme ça que le monde doit marcher. Que chacun puisse apporter quelque chose. Mais ça, il faut se projeter au-delà du simple rêve d'avoir un job après avoir eu un job. D'accord. Pour les dernières questions, qu'est-ce qu'il faut faire à Pékin? Par exemple, des bibliothèques, des centres où les enfants peuvent venir pour lire, ou bien qu'est-ce qu'il faut faire? D'abord, il faut ces bibliothèques-là. Parce que, par exemple, ça aiderait beaucoup de jeunes qui n'ont pas les moyens d'aller acheter des livres tout le temps, alors que les gens qui sont dans certaines classes ont une bibliothèque chez eux. Donc, l'autorité politique doit corriger cette inégalité sociale-là. L'accès à l'éducation doit être universel, une éducation de qualité. Deuxième chose, avoir un système d'accompagnement pour les jeunes brillants, pour les jeunes désœuvrés, qui n'ont pas les moyens même d'aller à l'école. Parce qu'il y a des gens qui ne vont pas à l'école parce qu'ils n'ont pas les fournitures. On en a vu. Non, je suis sur le terrain et c'est des choses qui sont problématiques parce que moi je crois que le droit d'accès à la connaissance, c'est un droit universel. Tout le monde a droit d'accéder à la connaissance. Et toutes les connaissances produites dans le monde appartiennent à tout le monde. Même si c'est produit par un Russe, si c'est Solzhenitsyn, Tolstoï, ça t'appartient toi, le Kaolackois, le Saint-Lusien, et je ne sais pas, peu importe, parce que ça t'appartient. Ils ne l'ont pas écrit en tant que Russe. Même quand j'écris un texte en disant Pékin, ça ne m'appartient plus, ça appartient à un espagnol. Si moi je connais Unamuno, je connais des auteurs, ils n'écrivent pas. Après on a cette tendance à classer par nationalité, par thème et tout ça, alors que tout ça, ça vous appartient, ça nous appartient à tous. Et ça pourrait changer en termes vraiment qualitatifs le rapport que nous avons au monde, le rapport au voisinage, le rapport vraiment à notre propre vie sur Terre, à notre projection. Et donc, moi, je pense qu'il faut des mesures d'accompagnement pour les jeunes qui ont vraiment d'énormes potentiels pour l'information et corriger ce gap-là dû à quand les classes aisées ont des informations que les classes défavorisées n'ont pas. Ça fait partie des éléments de la reculture. Ça, on peut corriger au niveau politique. Et de l'autre côté, les gens qui n'ont vraiment pas de moyens d'aller à l'école, les aider à y aller. Parce que l'école ne devrait pas être payante. Merci Hamidou Samboba. Je vous remercie de nous avoir dans cette émission. Et puis, je rappelle que vous avez écrit ce livre, le journal d'un Pékinois indigné. Et puis, Pierre, la ville de Pékin peut être fière de vous parce que vous avez représenté Pékin dignement dans ce livre. Je ne sais pas. S'ils ne sont pas fiers, ce n'est pas mon problème. Ils ont le droit de ne pas être fiers, de ne pas être contents. C'est de la liberté. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, c'était tout pour cette émission. La Bibliothèque 2. Rendez-vous, prochain numéro. Pour la prochaine fois. Je vous remercie.